Donc, bienvenue à la conférence des émotions des hommes. On est super content d'être avec vous ce midi. Là, mon nom, c'est Marie-Joëlle Côté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en promotion et prévention à l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. Puis, j'ai la chance d'être bien accompagnée ce midi par messieurs. Je vais vous laisser vous présenter vous-même. Moi, c'est Élie Etier, conseiller spécialisé au programme Courage depuis environ 2 ans. Moi, c'est Gilles Gagnon. Je participe au programme Courage depuis environ 3 mois. Donc, dans le fond, Élie et moi, on travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. C'est un organisme communautaire qui est vraiment très important dans la région parce qu'on a une 60aine d'employés. Puis l'Association canadienne pour la santé mentale au Canada, ça existe là un petit peu partout depuis plus de 100 ans. Nous, au Saguenay, on a été créé là, dans les années 60. Puis, on a plus de 10 services. On administre 2 centres d'hébergement, entre autres aussi. Et dans le fond, moi, le service pour lequel je travaille, c'est promotion, prévention en santé mentale. C'est un service, dans le fond, mon objectif, c'est de communiquer au plus de gens possible sur la bonne santé mentale, les astuces que les gens peuvent prendre pour améliorer et maintenir leur santé mentale, pour atteindre un meilleur niveau de bien-être. Puis, je vais laisser Élie dire un petit mot sur le programme Courage. C'est quoi, là, rapidement? Oui, ben le programme Courage, pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils m'entendent parler, c'est un programme qui accompagne les hommes qui adoptent des comportements violents et qui les reconnaissent et qui veulent les changer. Comme c'est écrit dans le PowerPoint, c'est sans référencement. Vous pouvez venir de votre propre chef. Puis souvent, on invite les gars à le faire juste avant qu'il y ait des conséquences trop graves dans leur relation ou dans leur vie. C'est un bon moment pour cheminer, mais ça, à ce moment-là, Gilles va en parler beaucoup plus en profondeur à ce moment-là. Je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle d'un sujet quand même croustillant, qui n'est pas toujours facile à parler, mais on va rendre ça, en tout cas, j'espère qu'on va rendre ça, que ça soit plus facile à parler. On va parler de ressentir. Pourquoi et comment ressentir? On va commencer par qu'est-ce qu'une émotion. Après ça, on va voir, on va les nommer, quelles sont les émotions là, de base. Là. Après ça, on va regarder leur utilité, à quoi ça sert, leur fonction. Puis, je vais terminer ma partie à moi par comment on peut faire pour mieux vivre avec les émotions. Après ça, je vais laisser la parole à M. Gilles Gagnon et M. Élie Etier qui vont vous apporter vraiment leur expertise pour parler des émotions plus au masculin. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Là. Je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin parce que c'est le clou du spectacle. Donc, commençons tout de suite par pourquoi je vous parle de ressentir, pourquoi je vous parle des émotions. Bien, cette année, c'est qu'on a une campagne de promotion de la santé mentale qui s'appelle « Ressentir, c'est recevoir un message ». Dans le fond, à chaque année, on fait une des 7 astuces. Vous connaissez peut-être la petite batterie des 7 astuces. L'année passée, on a fait découvrir. L'année d'avant, on a fait agir, je le cherchais. Et cette année, bien, ça tombe bien avec ce qu'on vit présentement comme période. On fait ressentir. Et le slogan, c'est « Ressentir, c'est recevoir un message ». Vous allez comprendre au courant de la conférence pourquoi on a choisi ce slogan-là. Donc, des émotions décaissées, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion, c'est une information, dans le fond, c'est un signal d'alarme qu'on reçoit pour porter une action. Donc, c'est un moteur d'action. Ça vient de l'instinct de survie de l'espèce. Dans le fond, pour nous adapter à des situations, on a eu des émotions qui, dans le fond, c'est un signal que notre cerveau reçoit pour nous amener à porter une action pour augmenter nos chances de survie. Le corps détecte qu'il y a quelque chose à faire, puis ça nous amène à l'action. C'est vraiment un signal d'alarme. Et les gens, des fois, il y en a qui ont un signal d'alarme plus fort que d'autres aussi. Là. On n'a pas tout le signal d'alarme au même niveau. Avec ce que je viens de dire là, bien, vous constaterez que les émotions, c'est biologique, c'est naturel, c'est tout à fait normal d'en ressentir. C'est même essentiel à notre bien-être. Et plus on développe nos compétences émotionnelles, plus on arrive à les vivre et les dissoudre, à les vivre, bien, mieux les vivre et les dissoudre plus rapidement, au lieu de rester là, avec une émotion qui accroche. Donc, avec ce que je dis là aussi, vous constaterez que je n'ai pas parlé, je vais essayer de travailler très fort aujourd'hui pour parler uniquement d'émotions agréables et désagréables. Parfois, on entend parler des émotions positives et négatives. Ça, c'est faux. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. On ne peut pas donner une qualité à une émotion. Ce serait un peu comme dire que mon coude est mauvais.
ou mon coude est bon ou mauvais. Mon coude, il y a une utilité, il sert à déplier mon bras. Ben, l'émotion, c'est la même chose. Elle est utile pour s'adapter aux situations, mais je conviens avec vous qu'il y en a qui sont plus agréables que d'autres à vivre, là, ça c'est certain. Puis les émotions, elles sont innées, mais aussi influencées par les expériences de vie. Puis je vais laisser Élie dire un petit mot là-dessus sur le côté expérientiel là, des émotions. Oui, mais justement, chez les participants qu'on rencontre, souvent, les expériences de vie vont soit faire en sorte que les hommes vont venir qu'à banaliser certaines situations, alors qu'on pourrait considérer qu'elles sont graves. Souvent, quand on va les entendre banaliser la violence, il n'y a rien là, moi j'étais élevé de cette façon-là, c'est moins pire, c'est pas comme si je m'en étais pris physiquement à quelqu'un. Et aussi, des fois, ça va aller dans l'autre sens. Ça va devenir encore plus gros que ce l'est vraiment, parce qu'ils ont vécu des situations similaires, puis ils connaissent la résultante. Puis, ils se préparent à être sur la défensive par rapport à cette situation-là. Donc, ça, on parle, mettons, de la colère, mais ça peut concerner toutes les émotions également. Donc, voilà le petit mot que je voulais dire à ce niveau-là. Saviez-vous que 90% de notre temps d'éveil est consacré à ressentir des émotions? Ça veut dire que c'est pas mal la majorité du temps où on n'est pas en train de dormir, là, on ressent des émotions. C'est pas mal tout le temps. Pour notre bien-être, ben ça pourrait être bien de bien les apprivoiser puis d'apprendre à bien vivre avec elles, finalement. Sinon, il reste juste le temps où on dort, où on est bien. C'est le fun d'être bien quand on est réveillé aussi. Ben, je vais commencer avec la partie sur vraiment quelles sont les émotions. On va voir les émotions de base, là. Puis, j'ai un petit vrai ou faux. Là, vous ne pouvez pas me répondre, malheureusement, parce que dans un monde idéal, on serait tous dans la même pièce, puis je vous entendrais. Mais là, je vais vous imaginer. Vous pouvez répondre dans votre tête. Il existe un langage universel des émotions. La réponse est surprenante, je trouve. C'est vrai. C'est un psychologue dans les années 60 qui a mené une enquête super large là, auprès de plusieurs populations, dans plusieurs cultures. Puis, il a constaté, M. Paul Ekman, que les mêmes muscles du visage, les gens faisaient la même face pour exprimer la même émotion. Puis, il a réussi à décortiquer tout ça, puis établir 6 émotions qu'il nommait primaires. Donc, on a la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie et la tristesse. Là, par la suite, d'autres psychologues ont rajouté d'autres émotions primaires, là, mais on va s'entendre aujourd'hui en parlant de ces 6 émotions-là que Paul Ekman avait nommées comme émotions primaires dans les années 60. Puis c'est intéressant parce que ces gens-là, là, d'une culture à l'autre, ils n'avaient pas vu les photos des autres, là, qu'est-ce qu'ils avaient fait par rapport à telle émotion. Fait que c'est vraiment une étude super intéressante là, qui a été faite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous autres, de ne pas savoir quoi répondre à la question « Comment te sens-tu aujourd'hui? » Moi, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Puis quand on a commencé à travailler sur cette campagne de promotion-là, sur les émotions, je me suis dit « Bon, je vais travailler un peu là-dessus. » Il y a un outil qui m'a aidé, moi. Je vous le propose. C'est un outil que vous allez trouver sur notre page Facebook de la CSM, mais aussi la page Facebook du programme Courage. Ça s'appelle « L'étoile des émotions ». C'est une illustratrice française qui l'a créé. Puis ça montre vraiment toutes les nuances possibles derrière les émotions dites primaires. Là. Par exemple, quand on est en colère, on peut être enragé noir, mais on peut aussi être agacé, impatient. Hein. Il y a quand même une nuance. Il y a des zones grises, là, c'est pas tout noir ou tout blanc. Puis par exemple, quelqu'un qui est triste, ben, il peut être anéanti, mais il peut être aussi peiné, nostalgique, même compatissant, qui est quand même une émotion qui n'est pas trop... Tu sais, compatissant, c'est quand même agréable là, comme émotion, mais c'est associé quand même à la tristesse. Puis souvent, ben, on a tout un melting pot d'émotions en même temps. J'appelle ça la poutine émotionnelle. Puis là, ça va vous donner faim si vous n'avez pas mangé, parce qu'on est sur l'heure du dîner. La poutine émotionnelle, c'est le fait qu'une émotion vient avec 2-3 autres, puis parfois, ça rend la tâche plus compliquée à décortiquer tout ça, puis à les identifier. Et on a aussi des émotions qui sont réactionnelles, c'est-à-dire qu'on ressent une émotion par rapport à l'émotion qu'on a. Par exemple, ben, quelqu'un qui est en colère, il pourrait se sentir coupable d'être en colère. Donc, des fois, c'est tout mélangé, tout ça. Et on va voir comment on peut décortiquer un peu tout ça aujourd'hui. Un autre petit truc que je pourrais vous donner, une activité que vous pourriez faire en famille ou avec des collègues, c'est les émotions de A à Z. C'est de trouver une émotion par lettre de l'alphabet. Dans le fond, l'utilité de ça, c'est de développer votre vocabulaire émotionnel.
Puis vous avez le droit d'inventer des mots si vous voulez, c'est le fun, ça. Moi, j'ai inventé un mot d'émotion. J'ai inventé le mot chemu. Ça s'écrit, j'ai même inventé l'orthographe. Ça s'écrit S-C-H-M-U. Quand je dis que je me sens chemu, souvent c'est le matin, ça, je me sens chemu, je me sens un mélange de vide, de mélancolie et de chagrin. Donc, n'importe quel mot que vous pouvez inventer pour définir votre émotion, allez-y, mais l'idéal, c'est d'essayer de la décrire comme il faut, puis de mettre, c'est ça, de mettre des mots après ça sur ce que vous sentez par rapport à l'étoile des émotions, ça peut être utile. Maintenant, justement, parlant d'utilité, à quoi ça sert? Dans le fond, en gros, c'est une forme de langage, les émotions. J'en ai parlé un petit peu tantôt, je disais que c'est un signal d'alarme pour répondre à des besoins, pour apporter une action, mais c'est plus que ça, dans le fond, c'est une forme de langage. Ça nous sert à communiquer avec les autres. Puis c'est à la base de toutes les relations qu'on a, c'est à la base de la création de liens aussi avec les autres. Puis c'est un peu comme n'importe quel langage. Par exemple, moi, j'apprends l'espagnol en ce moment, mais je suis vraiment au tout début de l'apprentissage. Si j'ai une conversation avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle, c'est très possible que cette personne-là, puis moi, on ne se comprenne pas du tout, puis il y a des malentendus dans la discussion. C'est la même chose pour les compétences émotionnelles, pour le langage émotionnel, dans le fond. Si la personne est vraiment pas habile, puis elle n'a vraiment pas développé ses compétences émotionnelles, elle va avoir de la misère à interagir avec les autres, avoir de la misère à communiquer avec les autres. Fait que ça vaut la peine de développer ces compétences-là et d'exprimer adéquatement ses émotions, parce qu'à l'inverse, ça peut conduire à des conflits interpersonnels là, de mal exprimer ses émotions. Ça nous aide, dans le fond, à mieux comprendre les humains qui nous entourent parce que plus on va développer ça, mieux on va, plus on va développer l'empathie, puis plus on va être capable de comprendre les humains qui nous entourent. Et ça va nous pousser à l'action, comme je l'ai dit tantôt, dans le sens que parfois l'action, c'est de rien faire aussi. Les expériences que vous avez vécues, qui ont été déclenchées par une émotion, vous apprennent un peu l'action qui est à poser là, par rapport à cette émotion-là. Par exemple, je ne l'ai pas nommé, je pense l'exemple de l'ascenseur avec la peur. Plus on vit une émotion, plus on vit une situation qui déclenche une émotion, souvent, plus l'intensité est amoindrie. Je vous m'explique, là, ça fait des gros mots pour ma phrase est quand même compliquée à comprendre. Si vous prenez l'ascenseur la première fois de votre vie, vous allez probablement avoir peur. Mais si vous prenez l'ascenseur tous les jours de votre vie pour aller travailler, ben normalement, vous devriez avoir moins peur au fil des jours. À l'inverse, c'est la même chose. Quelqu'un qui, d'ailleurs, c'est un psychologue spécialiste des émotions qui le nommait, lui, il disait « Je me force de ne pas écouter ma chanson préférée trop souvent parce que je veux continuer de ressentir les mêmes frissons là, d'euphorie, les mêmes frissons d'extase quand j'écoute ma chanson préférée. Je l'aime vraiment, cette chanson-là. » Et s'il écoute cette chanson-là 10 fois par jour, tous les jours de sa vie, il n'y aura plus de frissons d'extase. Donc, c'est ça. Dans le fond, plus on vit quelque chose, l'intensité d'émotion, en principe, là, diminue. Ça nous sert aussi, là, très utile, les émotions, ça nous sert à communiquer à nous-mêmes, à mieux se connaître, à construire son identité, à se valider, l'auto-validation aussi. Puis ça, tout à l'heure, quand les hommes vont vous en parler de leur expérience par rapport aux émotions, on va voir cet aspect-là un petit peu, là, la construction d'identité et comment se connaître soi-même. Donc, regardons maintenant chacune des émotions puis son utilité. Vous allez voir que je ne vous ai pas menti, c'est vrai qu'ils ont toutes une utilité. La tristesse, ça sert à prendre un temps d'arrêt pour digérer une perte. Que ce soit la perte d'un objet ou la perte de quelqu'un qui est important pour nous, ça sert aussi à constater que cette chose-là, cette personne-là est importante pour nous. Parfois, c'est lié aussi à un besoin de réconfort. Certaines personnes ont un besoin de réconfort, d'autres ont un besoin de solitude. Chacun a ses besoins. C'est propre à chaque personne. Ensuite de ça, la peur. La peur, c'est un signal d'alarme qui nous sert à rester en vie, qui nous protège des dangers. Par exemple, à l'époque où on vivait quand on était chasseur-cueilleur, si le chasseur il sort de sa caverne puis il voit un lion, il va avoir peur, j'imagine. Puis, il va être amené à prendre une action là, par rapport à cette peur-là. Soit il va se sauver, soit il va se battre, soit il va se cacher derrière sa femme dans la caverne. C'est une blague. Fait que c'est ça, dans le fond, l'émotion apporte une action. On le voit avec la peur. Le dégoût maintenant.
Dans le fond, c'est un peu comme la peur, c'est un système d'alarme, mais à l'origine, c'était pour nous protéger des maladies infectieuses. Puis quand on y pense, ça fait du sens. Là, les choses qui nous dégoûtent, c'est souvent des facteurs de propagation de maladies infectieuses. La surprise, c'est l'émotion. C'est intéressant, ça, c'est l'émotion la plus brève. Elle ne dure pas longtemps dans le temps. Sa fonction, c'est de centrer vraiment toute notre attention sur un élément pendant un court instant, puis on détermine après ça, notre cerveau va déterminer s'il y a danger ou non. Et c'est pour ça qu'il y a une autre émotion qui suit la surprise. Là. Elle ne vient jamais toute seule, là. En tout cas, rarement. Mettons, quelqu'un qui se fait faire le saut va être surpris. Ben, après ça, il peut soit être en colère contre la personne, soit être amusé, puis plus être dans la joie parce qu'il trouve ça drôle. Ensuite de ça, ben, justement, la colère, elle aussi, elle a une utilité. Elle sert à exprimer nos limites, nos valeurs, ce qui est important pour nous, à se faire respecter. Ça indique en gros une insatisfaction. Et là, la petite précision qui est importante à apporter, c'est que la colère, surtout pour la colère, il faut séparer l'émotion de l'action. Pour toutes les émotions, c'est valable. L'action qu'on pose par rapport à une émotion, c'est pas la même chose. On peut très bien être en colère puis l'exprimer de diverses façons. Puis ça, justement, je vais laisser messieurs vous en parler un peu plus tard. C'est vraiment leur expertise est là-dedans. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais faites juste vous rappeler pour l'instant que quand je dis que l'émotion de la colère est utile quand je parle de l'émotion et non dans l'expression. L'expression, ben, ça dépend de chaque personne, la façon qu'on le fait. Ah, ben il me reste une émotion, voyons, la plus importante, ma préférée, et peut-être probablement votre préférée aussi, la joie. La joie, c'est super utile, ça renforce l'estime de soi. Et c'est un puissant anti-stress. D'ailleurs, la spécialiste du stress, Sonia Lupien, disait récemment que de rire 5 minutes par jour diminuait de 25 vos hormones de stress. Donc, ça vaut la peine en ce moment où on est privé de pas mal de moments où on riait. Là. Par exemple, quand on allait prendre une bière avec des amis, puis on riait, quand on prenait un café avec ses collègues, puis on faisait des blagues à la pause. Bien, ces moments-là sont importants. Là. Diminuer 25 des hormones de stress, c'est un bel outil. Que prenez un temps dans votre journée pour essayer de rire un petit peu, là, d'avoir du fun. Pour conclure ma partie à moi, je vais vous dire un petit mot sur comment mieux apprivoiser, comment mieux vivre avec vos émotions. Là, c'est des suggestions. Là, vous prenez les trucs que vous voulez. En gros, ce qu'on a vu, c'est que la qualité et l'intensité des émotions nous renseignent sur l'impact que ça peut avoir sur notre bien-être. Donc, plus une émotion est intense, plus elle a un grand impact sur notre intégrité, notre bien-être. La nature de l'émotion, c'est-à-dire quelle émotion il s'agit, ça vous renseigne sur la manière d'y faire face, sur comment répondre à vos besoins. Puis, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Elles sont soit agréables, soit désagréables. On a avec la campagne annuelle de promotion de la santé mentale, la campagne Ressentir, là, on a vraiment établi 4 étapes. Puis là, au fil du temps, vous allez voir, là, vous n'allez pas faire une étape après l'autre. Au début, c'est bien parce que ça vous permet de décortiquer tout ça, puis vraiment vous améliorer dans vos compétences émotionnelles. Mais ultimement, c'est sûr que ça se fait tout seul là, quand vous allez devenir des experts, j'en suis sûre. La première étape, c'est d'observer ce qui se passe dans son corps. Puis ça a l'air évident, mais non. Vous remarquerez qu'il y a des symptômes physiques associés à vos émotions. Par exemple, on peut avoir chaud tout d'un coup, le cœur qui bat rapidement, on peut avoir mal à la tête, mal au dos, mal aux épaules. Donc, la première étape, c'est celle-ci. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'accueillir l'émotion en essayant de la nommer. Avec ce qu'on a vu tantôt dans l'étoile, les émotions, là, dans le fond, ça peut être la joie, mais ça peut être plus précis que ça. Là. Mettons, je me sens stressée, je me sens agacée, je me sens irritée. La troisième étape, c'est identifier le besoin qui est lié à cette émotion-là. Ça, dans le fond, des fois, ça prend un petit temps d'arrêt là, pour vraiment réfléchir à la situation qui a déclenché l'émotion. Le besoin, ça pourrait être, par exemple, j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin de m'exprimer. Et la quatrième étape, c'est de choisir comment faire pour répondre adéquatement à ce besoin-là, en regardant ce qui est important pour soi, puis en prenant conscience aussi que c'est possible de faire quelque chose puis d'agir. Je vais vous donner un exemple bien concret rapidement. Là, quelqu'un qui est surchargé au travail, la première étape, observer ce qui se passe dans son corps, ça serait, par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai une tension dans les épaules.
La deuxième étape, ça serait d'accueillir l'émotion en la nommant, en disant, mettons, je me sens stressée, je me sens tendue, je me sens démotivée, découragée. La troisième étape, le besoin qui est lié à ça, ça serait j'ai besoin de support, j'ai besoin de soutien de mes collègues, de mon supérieur. Puis, la dernière étape, choisir comment répondre aux besoins, ça serait par exemple d'aller parler à son supérieur pour revoir la priorité, revoir la répartition des tâches, revoir les délais aussi qui sont associés à certaines tâches peut-être. Donc, je vais laisser Élie parler d'un autre petit outil plus spécifique au programme Courage là, qui est super intéressant aussi. Oui, ben c'est un outil, puis je suis content d'avoir vu Anne-Julie, parce que cet outil-là, c'est une gracieuseté du CRAN. Ils ont travaillé l'outil du thermomètre, puis ils nous l'ont généreusement donné. Et grosso modo, oui, il n'y a pas juste la colère dans la vie, ça, on va y revenir plus tard, mais c'est le thermomètre, la colère, ce sont l'émotion que les hommes nous présentent davantage. Puis si on fait le parallèle avec la diapositive auparavant, ce qui est intéressant de noter, c'est que cet outil-là sert à justement s'observer. Et toutes les autres étapes, ça demeure ce qu'on fait dans le retrait préventif. C'est quoi mon besoin? C'est quoi la vraie émotion que je viens qu'à ressentir? Puis c'est quoi la décision que je prends par rapport à cette émotion-là? Mais je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est justement Gilles. D'ailleurs, je suis super content qu'il ait accepté notre demande puis qu'il veuille participer aujourd'hui. Moi, je te dirais, ça toi le micro, Gilles. Parler de ton expérience. Vous voulez que Oui, c'est à toi. Oui, parce que je suis ébahi devant l'image du thermomètre. ça m'a parlé beaucoup. Donc, comme je disais, moi, je me suis inscrit au programme Courage il y a environ 3 mois. Je suis en couple depuis 40 ans. Et puis, moi, j'ai travaillé pas mal toute ma vie chez Rio Tinto Alcan. Et puis, on sait bien que dans les usines, dans les places où il y a pas mal seulement des hommes, ça parle fort. Bien souvent, ça parle fort. Les hommes, on pense que parler fort, on est mieux écouté. Mais souvent, ça nous apporte des gains aussi parler fort parce que ça attire l'attention des autres. Fait que moi, finalement, à force de parler fort, de même dans mon milieu de travail, je me suis ramassé comme, me suis fait pousser. Les gens m'ont dit, ben Gilles, regarde, tu exprimes souvent nos déceptions, tout ça. Tu devrais t'impliquer syndicalement. Et puis, je me suis pris un chapeau syndical. Puis, il faut dire que j'avais eu l'exemple de mon père. Mon père, quand j'étais jeune, mon père, il faisait de l'organisation syndicale. Fait que moi, j'ai été élevé chez nous, il y avait des réunions syndicales dans la maison. Là, fait que à écouter parler ces gens-là, ben, ça a forgé, je peux dire, ça a forgé ma force de caractère. J'écoutais parler des gens qui étaient forts, qui avaient des idées, qui les faisaient respecter. C'est sûr qu'avec l'éducation que j'ai eue, mon père, ben, c'était un homme qui n'était pas violent, mais il donnait l'exemple. C'était un gars d'action. Moi, dans ma tête à moi, la force brute, là, c'était pour se valoriser. Mais en fait, c'est une carapace, ça dissimule nos vrais sentiments. Et comme homme, ben, on est surtout dans l'agir. Comme je disais tantôt, ça nous valorise. On dit souvent qu'un gars fâché, là, ils font ça, il est tenace. Mais par opposition, souvent, une femme, on va dire qu'elle est hystérique. Souvent, on va dire aussi, ben, un gars, il est colérique. C'est tellement un bon gars. Hein, fait on essaye de passer par-dessus ça. Mais, oui, la frustration comme je suis retraité, ça fait 6 ans que je suis retraité. Et j'ai abandonné plusieurs activités à raison de ma dégradation de ma condition physique. Fait que j'ai pris ma retraite. J'ai continué, après avoir pris ma retraite, de m'impliquer syndicalement, mais j'ai dû abandonner. Je faisais du bénévolat au niveau de la Fondation des maladies du cœur et d'autres. J'étais assez actif physiquement. Je faisais du vélo, de la raquette. Et tout ça, j'ai dû abandonner tout ça dû à mon état de santé. Puis, en tout cas, parallèlement à ça, j'ai beaucoup. Ça a contribué, disons, aux manifestations de ma colère. J'ai accumulé de la rage, je me sentais pris dans mon corps. Puis, comme mon univers s'était pas mal ratissé, hein, vu que je travaillais plus, on a moins de contact avec le monde extérieur, mais
les retombées de ma frustration, là, mon sentiment d'inutilité, ben, exprimé par la colère, ben, ça a été subi par mes proches. Je devais subir ça par mes proches. On peut dire qu'ils ont enduré les retombées négatives de ma perte d'estime de moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et eux autres, à un moment donné, j'ai atteint un certain niveau, là, et puis il y a eu un déclic. À un moment donné, mon garçon est venu à la maison, il est venu se promener à la maison, puis j'ai fait une crise à mes deux garçons pour une futilité. C'est pas tellement important. Puis finalement, quand un coup qui a été parti, mon épouse, ce qu'elle m'a dit, elle dit ben là, Charles, il a trouvé que tu étais pas mal violent. Là, puis, il se demande comment je fais pour vivre avec ça. Et ça m'a vraiment donné, ça m'a donné un coup. Commencer à. Je me disais, gars, là, c'est rendu que mes garçons, ils commencent à me trouver ordinaire. Ils ne parlent plus, on devient encore plus irascible, on devient plus isolé. Alors, finalement, j'ai levé ma main, puis je me suis inscrit au programme Courage. Et ce que j'ai appris au programme Courage, ce qui est important, ben, la communication, c'est le meilleur canal pour s'exprimer. C'est mieux de parler que de mettre ses points sur la table. J'ai appris à comprendre l'autre, à écouter. Et je suis devenu plus empathique. Ça m'a aidé pas mal à gérer des situations conflictuelles. Et puis à rechercher aussi des solutions communes avec mes proches, avec mon épouse, de façon à m'aider à un petit peu contrôler mon caractère, mais c'est sûr que le travail, c'était surtout pour moi. J'ai appris un petit peu à m'aimer d'abord, prendre conscience de ses propres émotions, les nommer. On apprend à se connaître, hein? On apprend aussi à gérer notre thermomètre que je voyais tout à l'heure. Prendre conscience qu'une situation nous dérange, que ça peut nous pousser à la colère si on n'a pas le contrôle de nos émotions. J'ai appris à pratiquer le retrait. Au début, là, c'est vraiment le retrait. Là, j'arrêtais la conversation, puis je m'en allais, je changeais de pièce. Puis c'était souvent avec mon épouse. Puis au début, elle ne comprenait pas tellement. Mais pourquoi tu t'en vas? Ben, regarde, là, je suis en train de me pratiquer, là, c'est pas trop m'énerver, puis d'essayer de garder mes émotions à un niveau acceptable. Fait que là, je lui ai expliqué, je pratique le retrait. Puis finalement, à longue, ben, pratiquer le retrait, ben, ça devient automatique. Puis j'avais auparavant, quand je faisais une erreur, je renversais une tasse de café, je prenais un air. Aujourd'hui, par exemple, cette semaine, j'ai ouvert le frigidaire puis j'ai fait tomber un pot par terre. C'était le lunch de mon épouse parce qu'elle s'était préparée un lunch pour aller travailler. Si ça s'était passé il y a 3 semaines, il y a 3 mois, ça m'aurait pris une demi-heure, de ramasser mon dégât, me dépomper, puis ma blonde, à ce moment-là, elle aurait changé de pièce. Puis là, la seule chose qui m'a dérangé, c'est que, c'est le lunch à ma blonde. Là, après ça, en prenant conscience de ça, après ça, je me suis rendu compte que le programme Courage, là, bien souvent, on ne s'en rend pas compte, là, mais on se trouve, les outils, là, ils nous viennent facilement dans les mains, puis il faut être conscient des outils aussi. Fait que, ça, les émotions, c'est pas toujours facile à vivre, il faut apprendre à vivre avec. Et des autres aussi qui vivent des difficultés. Dans le programme Courage, j'ai entendu bien des témoignages, les autres participants, des séparations, des gens pris avec des addictions. Ils ont vécu des séparations difficiles, puis même après la séparation, c'est très difficile. Puis à discuter ensemble, des exemples des autres, on s'aide, puis on finit par trouver des solutions à nos propres situations. Donc, avoir la capacité de voir ma propre situation pour mieux l'accepter, ça m'a beaucoup aidé. C'est une chose que j'ai appris dans le programme Courage pour enfin mettre ça de côté, ces colères-là, puis passer à d'autres choses. Donc, ça m'a permis vraiment d'améliorer ma communication, comprendre les émotions chez les autres aussi, écouter les autres, comparer leurs émotions aux nôtres, identifier les émotions qui nous appartiennent, surtout améliorer la patience, puis en termes... si on parle en termes bien ordinaires, là, je pourrais dire que ça a rallongé ma mèche vis-à-vis de mes émotions. J'écoute en premier après. Après ça, je parle.
Puis la colère, ben, c'est sûr que chez moi, ça cachait d'autres émotions. Là. La peur, la tristesse, ce que j'ai perdu comme avantage dans ma vie. Puis ça empêche l'écoute aussi, puis ça coupe la communication. Et laisser contrôler, je me suis rendu compte que laisser la colère me contrôler, ben, ça m'a isolé des autres. Puis ça m'a isolé aussi de moi. Fait que si je peux tirer une conclusion à venir à date de mon expérience du programme du courage, c'est que je suis devenu plus zen. Puis je me rends compte, là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai amélioré la qualité de vie de mes proches. Puis ça m'a rapproché d'eux autres, parce que vraiment, avant, ils passaient le temps à marcher sur des œufs. Je pense que c'est ma plus grande victoire. Vis-à-vis de moi, c'est de me rendre compte que la meilleure influence que je peux avoir chez mes proches. Ça termine pas mal mon témoignage. Hey, merci Gilles. Écoute, ça va dur pour moi de passer après ça, mais je vais trouver quelque chose à dire pareil, parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Tu me connais, Gilles? Donc, puis là, on a eu accès quand même à pas mal d'informations avant le témoignage de Gilles. On a eu Gilles qui a parlé de sa propre expérience. Puis, j'ignore si ça rejoint des personnes, est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans ou ils reconnaissent d'autres personnes, ou même des employeurs qui disent, ça ressemble, ce que Gilles dit, ça ressemble à une culture d'entreprise. Rendu là, je suis sûr que ça a dû toucher des gens. Moi, je vais ajouter peut-être quelques éléments de sociologie, mais aussi ajouter l'expérience clinique. Quand on parle des émotions masculines, souvent, ce qui ressort de la littérature, c'est que le modèle traditionnel, comme Gilles l'a super bien expliqué, c'est que l'homme se définit par l'action. Puis c'est souvent face à l'adversité. Il y a des problèmes, pas grave, on va trouver une solution, on va l'agir, la tension va diminuer. Après, c'est être stoïque. S'il y a un problème, ben, il faut pas que ça paraisse. J'ai une émotion, je prends sur moi, il faut pas que ça dérange les autres. Ça les amène souvent à nier leur souffrance. Des fois, ça vient avec des enjeux qu'ils considèrent eux-mêmes nobles. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Être invincible, être fort, puis être en contrôle. Ça, c'est la partie plus sociologique. Souvent, ce que ça amène comme répercussion chez les gens qu'on rencontre, c'est qu'ils apprennent rapidement que publiquement, ils peuvent afficher leur colère. Un peu comme Gilles le disait, un homme, là, quand ça crie fort, c'est hot, c'est fonceur, c'est même un leader positif dans certains cas. Et les autres émotions, par exemple, on les montre pas trop. Ou sinon, on les réserve que pour quelques personnes. Et juste avant que je rentre un peu plus profondément dans le thème de la violence, modèle traditionnel n'égale pas violence, colère n'égale pas violence. Comme Marie-Joëlle le disait tout à l'heure, l'émotion, elle nous sert à quelque chose, c'est les comportements qu'on tente de travailler au programme Courage. L'autre chose que les hommes apprennent, si la colère ne peut pas s'exprimer, ou n'importe quelle autre émotion, pour différentes raisons, refoule. Faut pas que ça apparaisse. Faut pas que ça apparaisse que ça te dérange. Puis quand il n'y a pas de solution qui peut être mise en pratique, tu es coincé avec ton émotion. C'est souvent les 3 constats qu'on retrouve régulièrement dans les rencontres de groupe au programme Courage. Mais maintenant qu'on sait ça, c'est bien beau le savoir, il faut faire de quoi avec ça. Hein? Là, je parle comme un homme quand je parle de même, mais c'est aussi vrai pour n'importe quelle personne de l'équipe d'intervention. Souvent, on doit changer notre pratique avec le télétravail. C'est un beau défi, c'est intéressant. Souvent, quand on parle des émotions, on leur pose, on dit aux gars, d'après vous, y a-t-il des émotions typiquement masculines? Ils vont tous dire, ben non, on vit toutes les mêmes émotions que tout le monde, que ce soit nos partenaires de vie, nos enfants, nos superviseurs, tout le monde vit les mêmes émotions. Fait que, OK, fine, tu sais, puis ils le disent sincèrement, là, puis ils y croient, là. Et quand j'ai dit, ben là, tout le monde le sait, c'est clair, c'est évident. Est-ce que vous voulez montrer tout en public? Est-ce que vous voulez verbaliser en public? Ben là, wow, t'es malade, on fait pas ça, là. Fait, souvent, ce qu'on entend à travers ça, c'est qu'ils ont intégré le modèle traditionnel quand ils le font. Puis, on pourrait se demander si ça peut créer de la souffrance, pourquoi ça s'entretient, ce modèle-là? Et ben, pour 2 raisons. Des raisons que s'ils le font pas, ils se font désavouer. Dit autrement, ils vont se faire dire, un homme, ça pleure pas, montre que t'es fort, laisse-toi pas faire, saisis-toi, faut pas que ça paraisse, tu donnes du pouvoir à l'autre, défends-toi, tu sais. Et c'est souvent ça que les gars ont intégré. Mais c'est pas juste
des impératifs sévères, c'est aussi des choses qui sont positives à quelque part. Et comme je vous disais, le modèle traditionnel n'égale pas violence. On rencontre souvent des hommes qui sont éloignés de ce modèle-là, qui vivent des enjeux au niveau de la violence. Donc, ça s'adresse à n'importe qui. La violence, ça appartient à tout le monde, à quelque part. Quand je parlais des avantages, quand, mettons, on pense à un deuil, admettons, un père et une mère vont faire face à un deuil d'un enfant. Souvent, le père, pour diminuer la tension, si on reste dans le modèle traditionnel, va être genre à dire, OK, mais il faut préparer les funérailles, il faut appeler le monde, il faut vider la chambre, il faut faire du ménage. Et parce qu'il dit, si moi je m'effondre en même temps que ma conjointe, bien là, on va rester pris dans le problème. Donc, il fait à la fois pour lui, mais aussi pour les autres. Sinon, ben, il va le faire surtout très rapidement pour justement pas être emporté. Il va essayer de voir où est-ce qu'il y a du pouvoir. Il va même se faire un devoir en prenant le contrôle sur lui, de ménager le reste des gens. Fait que ça peut sembler noble, mais des fois, c'est pas toujours réaliste de le maintenir sur du long terme. Et c'est là qu'arrive la souffrance, puis que l'homme vient qu'à se redéfinir. Et quand les hommes n'arrivent pas justement à atteindre le côté positif du modèle traditionnel, c'est là que ressort la honte ou le dégoût de soi. On met ça dans la catégorie du dégoût. Et que ça, c'est rare que les hommes vont venir qu'à l'exprimer. Mais quand les hommes viennent qu'à l'exprimer, ça devient un modèle de dévoilement chez les autres. Souvent, ils vont préférer parler de la colère. C'est le chemin automatique. Tous les gars, on dirait, ils savent c'est quoi la colère. Ils vont toujours la comprendre, la colère. Et si on les écoute, ils vont dire, ben, la seule chose qui vient avec la violence, c'est la colère. Alors qu'avec le témoignage de Gilles, comme on l'a entendu, il y a bien des émotions qui sont en dessous. Seulement en se regardant aller au niveau du thermomètre, puis en faisant un retrait préventif, ils vont voir que c'est peut-être autre chose. J'embauche un verre à cause de la tasse, peut-être que je suis juste déçu de moi-même. Peut-être que c'est juste drôle à quelque part. Puis des fois, la joie se transforme en colère, puis des fois, ça surprend les participants. Admettons, l'exemple que j'aime bien donner, c'est par rapport au ménage. Et le gars arrive de sa journée de travail, il voit la vaisselle dans le signe, puis là, il pète une fuse parce qu'il s'attendait à ce soit pas ça. Mais peut-être qu'en réalité, il est déçu. Il a l'impression d'être impuissant dans la situation parce qu'il essaie de nommer son besoin à sa conjointe ou à son conjoint pour se rendre compte que ça ne fait pas écho. Fait que ce qui vit réellement, c'est la tristesse, mais comment il manifeste à travers l'émotion de la colère. Donc, nous, notre objectif à Courage, c'est quand il y a une situation de tension, c'est qu'il s'éloigne. Et justement, ça revient un peu à l'idée du thermomètre de retrait préventif. Et Gilles, écoute, il a super bien parlé du groupe. Je vais ajouter quand même une petite touche quand même. C'est que le groupe sert ça le tremplin pour s'exprimer librement. C'est drôle parce qu'un matin, on avait un groupe, il y a un gars qui l'a nommé, il dit « Moi, je dis des choses ici que je dirais pas à mes meilleurs amis, ni même à ma famille. » Puis, c'est un endroit où on valorise l'expression des émotions, qui diverge de ce que souvent les hommes pensent qu'on attend d'eux. Et puis, le vécu est toujours normalisé. Puis, c'est surprenant de voir à quel point toutes les émotions s'accueillent très bien. On pourrait penser le contraire, mais tous les hommes, quand ils voient un gars pleurer, ils disent « Aïe, OK, c'est important, je vais me connecter à ça. » Mais il se le permet dans le contexte du groupe. Puis, si on a une invitation au programme Courage, pour faire suite à ce que j'ai nommé, c'est donnez-vous une chance de vivre vos relations sur une base plus satisfaisante, mais surtout, donnez-vous cette opportunité-là d'apprendre à mieux vous connaître. Et si vous avez des questions par rapport au programme Courage, si vous voulez revoir ça, ben, ça va être publié sur les médias sociaux. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que Marie-Jo a mis les coordonnées. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, moi, ça conclurait ce que j'avais à dire. Eh bien, un immense merci, messieurs, là, pour les deux, votre témoignage. Gilles,
M. Gagnon. J'étais très, très touchée par ce que vous avez dit. Puis, je voulais vous dire aussi que dans le chat, là, il y a eu des commentaires là, suite au témoignage de M. Gagnon. Il y a 2 personnes là, qui ont mentionné qu'ils étaient extrêmement touchés puis qui trouvaient ça, qui vous disaient bravo là, de témoigner. C'est vraiment important de le faire. Ben, c'est le fun que vous ayez témoigné de votre vécu. Puis, Élie, ben, c'est intéressant d'avoir la partie plus clinique aussi, d'avoir le côté intervenant là, par rapport à ça. Puis, ben, je vous dis un gros merci à tout le monde aussi, mais je vous invite à terminer ça sous une note une note positive en regardant les émotions agréables. Puis, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Parce que tantôt, je disais, j'ai juste parlé de la joie. Puis, souvent, ben, on a tendance à se rappeler plus, à accorder plus d'importance à tout ce qui a un lien avec les émotions peut-être plus désagréables, mais on devrait faire une plus grande place aux émotions agréables dans notre vie, en générer le plus possible, puis varier les sources d'émotions agréables aussi. Il y en a toute une panoplie, là. Il n'y a pas juste la joie, il y a aussi l'espoir, la fierté, l'admiration, par exemple. Et j'ai envie de vous demander à tout le monde, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez partager qu'est-ce qui vous met de bonne humeur, vous, dans la vie. Je vais demander, je vais dire moi c'est quoi, puis je vais demander à messieurs Gagnon et messieurs Étier de répondre aussi. Moi, ce qui me met de bonne humeur, ce serait la nature et les beaux paysages, par exemple. Élie, tu peux y aller? Moi aussi, mais ces temps-ci, je préfère le faire à vélo. Donc là, ces temps-ci, je me convertis à la cuisine pour les autres. Moi, c'est en me réveillant le matin, le premier moment de la journée. D'abord, je me réveille, je regarde à côté si ma blonde est levée. Si elle n'est pas levée, ça me déçoit un petit peu. C'est la première déception de la journée. Mais par contre, je me reprends, je me lève, j'ouvre les rideaux, puis je regarde la nature dehors, un peu comme Marie-Joëlle. Je regarde dehors, je n'ai pas de voisin en arrière, j'ai un beau paysage, des arbres. Ah, mais s'il pleut un matin, ben, coudonc, il pleut un matin, on va sauver l'autre chose aujourd'hui, puis ça va remettre de bonne humeur. Mais s'il fait beau, ben, tant mieux, c'est super. De regarder alentour de nous autres, la nature, après ça, les proches, s'assurer qu'ils sont de bonne humeur. Oui, c'est des bons petits trucs. Puis, je vous remercie beaucoup tout le monde qui ont assisté à la conférence de votre présence. S'il y en a qui veulent nous contacter, vous voyez nos coordonnées à l'écran. Vous pouvez aussi rester suite à la conférence. Nous, on va rester en ligne quelques minutes. Là, si vous voulez discuter avec nous, je vais arrêter l'enregistrement, bien entendu. Puis, je vous remercie à tous là, et à toutes là, pour votre attention et d'avoir été présents. C'est vraiment apprécié. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Puis merci. Encore.